Bien, bonsoir à tous. Merci d'être restés si tard pour ce symposium. J'ai le plaisir d'accueillir de nouveau le professeur Sidbon, que vous connaissez tous maintenant, et qui va nous faire un aperçu sur le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Merci beaucoup, Carole, pour cette petite introduction. Et merci au laboratoire Actelion d'avoir organisé ce symposium. Donc, même s'il est tard, on va essayer quand même de discuter de ce qui se passe en 2013 dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, je vais faire en français puisque c'était la votation a décidé que ça serait en français. Donc juste pour vous dire que depuis 20 ans, on a fait quand même beaucoup de progrès dans la prise en charge de l'hypertension pulmonaire. D'abord, est-ce que j'ai un... Oui. Vous voyez qu'on a commencé dans les années 80 par des études non contrôlées, ça n'a pas amené à grand-chose, puis c'est surtout à partir des années 90, enfin fin des années 90, début 2000, où on a vraiment commencé à utiliser et à évaluer les traitements qui sont à l'heure actuelle utilisés, que ce soit les 3 grandes classes thérapeutiques, les prostacyclines, les antagonistes d'endothéline et puis les inhibiteurs de la phosphodiestérase. Et puis depuis quelques années, 3-4 ans maintenant, on commence à se dire que ces médicaments comme pris isolément, ça guérit pas la maladie. Eh bien peut-être que si on les combine les uns avec les autres, on pourra peut-être faire un petit peu mieux. Et puis parallèlement à tout ça, il y a eu quand même, on a beaucoup amélioré l'awareness de cette maladie. On a développé des centres de référence, on a développé des réseaux, en particulier on a un très bon réseau dans notre pays en France. Il y a des associations de patients qui jouent aussi un rôle important. Donc tout ça a fait qu'on a pu beaucoup progresser dans la compréhension de la maladie, dans la prise en charge des malades au quotidien, dans la prise en charge thérapeutique. Et dont on va parler aujourd'hui, c'est essentiellement de la prise en charge thérapeutique. Tout ça étant issu essentiellement du dernier congrès mondial de l'hypertension pulmonaire, le précédent, pas celui de février dernier, mais celui de 2008, et puis des guidelines de l'ESC et de l'ERS qui ont été publiés en 2009. Alors vous connaissez ces guidelines, pour beaucoup d'entre vous, qui ont été publiés donc au moins dans 2 journaux, dans l'European Heart Journal et l'European Respiratory Journal. Et une des premières choses dans laquelle je voudrais juste vous rappeler que quand on parle de traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, on s'intéresse à l'hypertension artérielle pulmonaire, ce qu'on appelle PAH, Pulmonary Arterial Hypertension. Les autres groupes, ça ne nous concerne pas vraiment. C'est-à-dire que les médicaments dont on va parler, ça ne concerne pas les maladies du cœur gauche, ça ne concerne pas les maladies respiratoires, ça ne concerne pas, ou en tout cas à la marge, la maladie thromboembolique, et sûrement pas les autres maladies qui sont listées ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est toutes ces maladies qui sont marquées par une prolifération intense de la paroi des petits vaisseaux pulmonaires, qui prolifèrent, qui s'épaissit, et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc on va utiliser des médicaments qui jouent essentiellement sur la prolifération vasculaire, et qui sont par ailleurs des vasodilatateurs. Alors en 2009, il y a eu ces fameux guidelines qui ont été établis. Donc on va revoir ça un petit peu en détail. Donc là, vous avez une vue générale de ces guidelines qui ont été publiés et qui permettent de mettre en perspective les différents médicaments que l'on a à notre disposition et puis d'essayer de les intégrer donc dans un algorithme qui est une aide au clinicien, pour le clinicien, pour pouvoir prendre en charge de façon la plus optimale les malades souffrant de ces maladies qui sont les hypertensions artérielles pulmonaires. Alors quand on regarde le haut de ce tableau-là, de cet algorithme, vous voyez qu'on va trouver quelque chose qui est très important, c'est que ces malades-là, ils doivent être référés dans des centres d'expertise. Ça, c'est vraiment important. L'HTAP, c'est une maladie rare. C'est une maladie dont la prévalence est d'environ aux alentours de 20 à 25 par million, donc il y a quand même peu de malades qui sont touchés par cette maladie. Et donc, c'est très important de regrouper les forces. Donc ça, c'est fondamental. Il faut que pour toutes les maladies rares, on doit se regrouper entre gens qui connaissent et pour pouvoir prendre en charge le mieux possible les malades. Donc référer à des centres d'experts à condition qu'il y ait dans les différents pays des centres d'expertise et puis des réseaux qui sont mis en place.
Et je pense que c'est faisable dans beaucoup d'endroits. La première chose à faire, c'est déjà ne pas nuire. Donc ne pas nuire, c'est éviter la grossesse chez les femmes. C'est un vrai problème, en particulier chez les femmes jeunes. C'est vacciner contre la grippe. C'est prendre en charge le côté psychique de ces malades. Éviter les activités physiques excessives, mais ne pas laisser les malades se déconditionner et donc envisager dans certains cas, sous vraiment supervision médicale, une réhabilitation. Et puis il y a un certain nombre de traitements qu'on appelle dits traitements conventionnels ou traitements symptomatiques, parce que ça ne modifie en rien l'évolution de la maladie, qui sont les diurétiques, l'oxygène, et puis les anticoagulants, en particulier pour les HTAP idiopathiques. Ça reste vrai, c'est indispensable. On ne sait pas si ça sert à grand-chose, mais c'est sans doute indispensable. Et en particulier les diurétiques, il ne faut pas hésiter à donner des diurétiques à ces malades-là. C'est des malades qui sont souvent en grande surcharge hydrosodée, et pas hésiter à en donner suffisamment. Et puis la première chose qu'on va faire une fois qu'on a fait le diagnostic, au cours du premier cathétérisme cardiaque, c'est de faire ce qu'on appelle un test de vasoréactivité. Test de vasoréactivité, donc on a plusieurs médicaments pour tester la vasoréactivité. Le plus simple, c'est le monoxyde d'azote, le NO, par voie inhalée. Ça a une durée de vie très très courte. Et ça permet de voir quels sont les malades qui sont considérés comme vasoréactifs. Et pourquoi c'est important ça? Parce que quand on a un malade vasoréactif, dont la définition est notée ici, c'est-à-dire une baisse de la PAP moyenne de plus de 10 mm de mercure pour obtenir un niveau inférieur à 40 et un débit cardiaque normal, eh bien ces malades-là, on est quasiment certain qu'ils vont répondre favorablement aux antagonistes calciques. Donc des médicaments très simples qui sont essentiellement des vasodilatateurs. Et puis bien sûr, ces malades, il va falloir les surveiller et si la réponse est maintenue, il faudra poursuivre les inhibiteurs calciques. Dans l'autre cas, il faudra prendre en compte d'autres traitements que l'on va voir maintenant. Et ce qui est toujours très important, et ça je vais vous le redirai plusieurs fois au cours de ce symposium, c'est qu'il faut régulièrement revoir les malades, les monitorer, réévaluer, à la fois sur le plan clinique, mais également sur le plan hémodynamique. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les autres, pour les non-vasoréactifs, c'est-à-dire 95% des malades à peu près. C'est-à-dire que cette partie-là, on a beaucoup travaillé il y a 15 ans là-dessus, mais ça concerne 5% des malades. Donc pour 95% des malades qui ne sont pas vasoréactifs, il ne faut surtout pas donner d'antagonistes calciques, parce que ça, on sait que ça peut les aggraver. Et on va utiliser donc des médicaments qui ciblent la dysfonction endothéliale. Vous connaissez cette diapositive qu'on avait publiée dans le New England en 2004, qui représente les trois pathways, je ne sais pas comment on dit en français, pathways, dysfonctionnels, et donc qui ont pour but donc de corriger la dysfonction endothéliale. Donc, ces trois voies, c'est la voie de l'endothéline, la voie du NO, la voie de la prostacycline. On sait que ces trois voies, elles sont dysfonctionnelles, dans le sens qu'elles vont favoriser finalement la vasoconstriction et la prolifération. En particulier, si on s'intéresse par exemple à la prostacycline, on sait qu'il n'y a pas assez de prostacycline dans l'HTAP, donc pas assez de prostacycline va favoriser la vasoconstriction et la prolifération. En gros, tout ce qui vasoconstricte fait proliférer, tout ce qui vasodilate empêche la prolifération. Donc le moyen le plus simple, c'est de donner de la prostacycline. Donc on va donner de la prostacycline et on va, en stimulant l'AMP cyclique, on va entraîner une vasodilatation, une antiprolifération. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de forme orale. Deuxième voie dysfonctionnelle, c'est le NO. Donc le NO, on sait qu'il n'y a pas assez de NO dans l'HTAP. On peut donner du NO, c'est compliqué, c'est un gaz, c'est une demi-vie de 1 seconde ou 2 secondes, donc c'est compliqué de donner du monoxyde d'azote. Et sur le long terme, on ne sait pas trop ce que ça fait. Donc l'idée là, c'est pas de donner du NO, c'est d'augmenter finalement l'effecteur du NO, qui est le GMP cyclique, dans les cellules musculaires lisses. Et donc pour cela, on va inhiber l'enzyme qui normalement détruit le GMP cyclique. Et donc on va inhiber la phosphodiestérase de type 5. Donc ce sont les inhibiteurs de phosphodiestérase, dont on a 2 médicaments. Et puis des antagonistes de l'endothéline qui vont eux, au contraire agir sur l'endothéline et contre les effets délétères de l'endothéline qui, elle, est produite en excès dans l'HTAP. Et donc on va bloquer les récepteurs de l'endothéline, récepteur A et récepteur B de l'endothéline, et donc empêcher la fibrose, la vasoconstriction et la prolifération.
Alors, tous ces médicaments ont été développés, ont été testés dans des essais contrôlés. Dans l'immense majorité des cas, ils ont été testés en monothérapie, que ce soit pour l'époprosténol, que ce soit pour d'autres agonistes de la prostacycline, que ce soit les antagonistes de l'endothéline, que ce soit les inhibiteurs de la phosphodiesterase, ont été surtout utilisés en monothérapie. Et puis, vous voyez, avec le temps, on est passé de la monothérapie vers les traitements combinés. Donc, on associe finalement, de façon séquentielle, on y reviendra, les différents traitements. Il y a un seul essai, qui est l'étude BRIS 2, qui associait l'époprosténol et le bosantan en première intention. Malheureusement, cette étude est négative. Alors, quand on regarde les résultats, je vous fais grâce de toutes les études une par une, parce que ça serait un peu rébarbatif. Si on regarde le critère principal de jugement de ces différentes études, dans tous les cas, c'est des études à court terme, 12 à 16 semaines, donc 3 à 4 mois. Et dans tous les cas, le critère principal de jugement, c'était l'amélioration du test de marche de 6 minutes. Alors vous voyez que les médicaments, ça marche par rapport au placebo. Le placebo, ça fait rien, ou les malades se détériorent en l'espace de 3 à 4 mois. Et les médicaments, quels qu'ils soient, ça améliore le test de marche de 6 minutes. Alors on ne peut pas comparer les médicaments les uns avec les autres, mais ça c'est juste pour vous illustrer que ces médicaments-là, en tout cas, quand on utilise comme critère principal de jugement le test de marche de 6 minutes, c'est efficace par rapport au placebo. Alors tout ça a fait que un certain nombre de médicaments ont été mis sur le marché. Donc aujourd'hui, on a 2 antagonistes de l'endothéline sur le marché, le bosantan, l'ambrisentan. On a plusieurs analogues de la prostacycline, l'époprosténol bien sûr, qui est le gold standard, c'est le traitement le plus efficace des formes graves. L'iloprost en inhalation, le treprostinil, qui est un autre analogue de la prostacycline, soit par voie injectable sous-cutanée, soit en inhalation également, et puis 2 inhibiteurs de phosphodiesterase, le sildenafil, le tadalafil. Et ces médicaments, donc, ils ont été mis dans des algorithmes pour ces malades non vasoréactifs. On leur a attribué en fonction de critères qui étaient les résultats d'études randomisées contrôlées et en fonction de l'avis d'experts. Donc c'est ce que vous voyez, ces chiffres-là, la recommandation et évidence. On leur a attribué un certain nombre une certaine recommandation. Alors la recommandation ABC c'est pour l'evidence-based medicine, c'est-à-dire en fonction des résultats d'études contrôlées. Et puis 1, 2, 3, 1, 2A, 2B, c'est essentiellement de la recommandation d'experts. Alors, l'idéal, c'est d'être, et bien sûr, 1A, c'est-à-dire qu'on a la plus forte recommandation d'experts, 1, et puis A, c'est-à-dire ceci est étayé par le résultat d'études contrôlées qui vont dans le même sens. Alors, ça, c'est par exemple, si on prend pour les malades en classe 4, la plus forte recommandation et la seule, c'est l'époprosténol, donc le prostacycline par voie intraveineuse. Pour les malades en classe 3, on a le choix entre à peu près tous les médicaments, et puis pour les malades en classe 2, on y reviendra. Ça ne veut pas dire que d'être C, par exemple, c'est très mauvais. C, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'essai contrôlé. Par exemple, chez les répondeurs, vous voyez, d'être les inhibiteurs calciques, très forte recommandation 1, mais C parce qu'il n'y a pas d'essai contrôlé. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas le faire. L'exemple le plus typique, c'est la transplantation pulmonaire. Transplantation pulmonaire, il n'y a pas d'essai contrôlé, par définition, parce que si on ne va pas tirer au sort transplantation versus pas de transplantation. Donc c'est très forte recommandation 1, mais le niveau d'évidence, c'est C, parce qu'il n'y a pas d'essai contrôlé. Alors, si on veut aller au-delà maintenant de la classe fonctionnelle et puis des capacités à l'exercice, parce que c'est bien beau d'augmenter le test de marche, d'améliorer le test de marche de 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 70 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire sur le long terme ? Qu'est-ce que ça veut dire d'augmenter le test de marche ? Ça, c'est vraiment une question qu'on nous a posée, en particulier les cardiologues, comme ils étaient bien en avance sur nous, parce qu'ils faisaient des études là-dessus depuis très longtemps dans d'autres domaines qui étaient la science cardiaque, gauche, ils nous ont dit, mais ok, vous êtes bien gentils avec le test de marche, mais qu'est-ce que ça veut dire d'augmenter le test de marche de 40 mètres pour une maladie qui va tuer les malades de toute façon ? Donc, il a fallu quand même aussi se regarder s'il n'y avait pas d'autres critères qui nous permettaient de regarder quelle était la survie ou au moins l'évolution de ces malades-là dans le temps. Alors la seule étude à ce jour qui a montré une amélioration de la survie à court terme, la seule, c'est l'étude avec l'époprosténol. C'est l'étude de Robin Barst, 1996, 40 malades dans chaque groupe, 8 morts sous traitement conventionnel, 0 dans le groupe époprosténol, amélioration de la survie
cet essai a été interrompu et le médicament a été mis sur le marché. C'est la seule à ce jour. Comme aujourd'hui, il est très difficile de montrer une amélioration de la survie, il a fallu développer d'autres critères d'évaluation, et en particulier le délai avant détérioration clinique, le time to clinical worsening. C'est-à-dire, est-ce qu'on maintient les malades suffisamment dans une bonne condition avant qu'ils se détériorent? Et on peut imaginer que plus on maintient un malade dans de bonnes conditions avant qu'il se détériore, c'est un bon synonyme du fait que la maladie se stabilise. Donc vous voyez que tous les médicaments n'ont pas cet effet sur le time to clinical worsening. Par exemple, certaines prostacyclines ne l'ont pas. Le sildenafil n'a pas d'effet sur le time to clinical worsening, contrairement par exemple au bosentan ou à l'ambrisentan ou même au tadalafil. Donc le délai avant aggravation clinique, c'est quelque chose qui est important car ça montre que ça peut-être que ça freine en tout cas l'évolution de la maladie. En termes de mortalité, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'études, en dehors de l'étude avec le Flolan, qui montre qu'il y a un effet bénéfique sur la mortalité, mais quand on poule toutes les études ensemble, dans la méta-analyse de Nazareno-Gallier, c'est assez clair, 23 essais contrôlés, vous voyez, court terme, 14 semaines, une mortalité de l'ordre de 4% à 14 semaines, ce qui est à peu près 15% par an, donc ça colle avec ce que l'on a dans la vraie vie. Et bien avec les traitements actifs, vous voyez, on diminue quand même la mortalité de 43%. Donc même à court terme, il semblerait en tout cas que les médicaments diminuent la mortalité, mais quand on les prend un par un ou classe par classe, c'est pas vrai. Il faut quand même pouler suffisamment d'études, mais parce qu'il faut suffisamment de puissance pour pouvoir avoir une méta-analyse de bonne qualité. Alors la survie à long terme, c'est quand même pas fantastique, puisque ça c'est les données du registre Reveal, mais on a à peu près la même chose nous dans notre cohorte. Vous voyez, on a 90% de survie à 1 an, on a 74% de survie à 3 ans, 64% à 5 ans, et à peu près un peu moins de 60% à 7 ans. Donc on reste quand même avec une maladie grave, avec une mortalité qui est loin d'être négligeable, et qui est de l'ordre de 10% par an. Donc c'est mieux qu'avant, mais il y a encore des progrès à faire, ça c'est certain. Et c'est de ça dont on va parler. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut améliorer ce pronostic? On peut faire mieux avec ce qu'on a, ou on peut faire mieux avec ce qu'on n'a pas encore. Alors faire mieux avec ce qu'on a, c'est quoi? Les 3 pistes pour faire mieux avec ce que l'on a, c'est premièrement de détecter plus tôt la maladie et de les traiter plus tôt. Pas attendre que les malades soient très très essoufflés, très gênés pour les traiter, on va voir pourquoi. Il faut sûrement changer un peu la stratégie, là c'est pareil, ne pas attendre que le malade se détériore pour envisager de renforcer un traitement, donc c'est ce qu'on appelle la stratégie treat to target, c'est-à-dire vraiment la stratégie ciblée sur des objectifs thérapeutiques préétablis, et si on est assez ambitieux sur ces objectifs, on doit arriver comme ça peut-être à améliorer le pronostic. Et puis peut-être développer des nouvelles stratégies de combinaison, soit séquentielles, en association avec la treat to target stratégie, soit de combinaison thérapeutique d'emblée, où on met plusieurs médicaments tout en même temps. On va y revenir. Enfin, ça c'est plus pour l'avenir, développer des nouveaux médicaments. Je vous montrerai à la fin quand même certains nouveaux médicaments qui ont été développés et qui semblent intéressants, soit qui ciblent les voies dysfonctionnelles actuelles, soit qui ciblent de nouvelles voies dysfonctionnelles. Alors ça, c'est un peu une illustration de comment on voit les choses en matière de prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est que premièrement, il faut se fixer des objectifs thérapeutiques assez ambitieux. Donc si possible, que les malades ne soient pas gênés et qu'ils aient une vie la plus normale possible et la plus longue possible. Commencer à les dépister et les traiter suffisamment tôt, et puis surtout régulièrement les réévaluer. Si on veut à chaque fois pouvoir obtenir cet objectif-là, il faut vraiment les réévaluer régulièrement de manière à pouvoir intervenir suffisamment tôt avant d'en arriver. Oh là, avant d'en arriver, je suis allé trop vite là. Pas ce qui s'est passé. Avant d'en arriver là, c'est-à-dire où malgré toute notre bonne volonté et tout ce que l'on pourra faire, eh bien, on n'arrivera probablement jamais à remonter à un objectif suffisamment ambitieux, et beaucoup de malades vont finir par se détériorer. Bon, c'est une illustration, mais ça montre assez bien comment on voit les choses en matière de prise en charge de l'HTAP. Alors on sait que le diagnostic il est souvent très tardif dans l'HTAP, parce que les symptômes sont
sont assez peu spécifiques, et puis les malades sont peu symptomatiques, en tout cas quand ils sont peu malades. Et donc, classiquement, le délai entre les premiers symptômes, c'est-à-dire je commence à être essoufflé, et puis le diagnostic, c'est plus de 2 ans. Dans toutes les séries, c'est plus de 2 ans. Parce que quelqu'un qui est essoufflé, avant de penser à l'HTAP, on pense souvent à autre chose. Et ça peut durer comme ça longtemps. Et alors, donc, l'intérêt, c'est de pouvoir dépister la maladie. Alors, pas chez tout le monde, parce que c'est trop rare, mais au moins dans des groupes où la maladie est suffisamment fréquente. C'est vrai dans les formes familiales, par exemple, dans la sclérodermie. La sclérodermie, c'est 10% la prévalence. Dans l'infection par le VIH également. Et quand on fait ça, quand on fait du screening, c'est-à-dire que systématiquement on recherche la maladie, on fait du dépistage par de l'échographie, et bien on dépiste des malades, c'est vrai dans la sclérodermie, c'est vrai dans le VIH, qui sont beaucoup moins graves que quand on attend, en pratique courante, et qu'on fait le diagnostic par les moyens habituels, c'est-à-dire on attend que le malade soit très essoufflé, avant de se poser la question de savoir s'il a une hypertension artérielle pulmonaire. Donc quand on fait du screening, c'est-à-dire que là, quand on dépiste les malades, par exemple dans la sclérodermie, on leur fait systématiquement une échographie cardiaque tous les ans, ben vous voyez qu'on dépiste des malades beaucoup moins graves. Est-ce que ça a un impact sur la survie, cette affaire-là? Ben oui, ça a un impact sur la survie, parce que quand on dépiste des malades sclérodermiques de cette façon, eh bien, on a une survie qui est bien meilleure que quand on attend, finalement, qu'ils soient diagnostiqués en pratique routinière. Autre moyen donc, de dépister, donc c'est bien, dépister tôt, dépister des formes moins sévères. On a maintenant les moyens de les traiter, parce qu'on a clairement des recommandations qui n'existaient pas avant pour les malades moins sévères, donc pour les malades en classe 2. Donc en gros, les malades en classe 2, c'est les formes orales. Alors quelle forme orale? Pour l'instant, la seule étude qui a montré une efficacité et qui a été dédiée spécifiquement pour les malades en classe 2, c'est l'étude Early. L'étude Early, ça comparait le Bosentan en vert ici à un placebo. Vous voyez que dans cette étude, là, on s'intéresse au time to clinical worsening, le délai avant aggravation clinique, et même pour des malades en classe 2, donc même pour des malades qui sont considérés comme peu graves et peu évolutifs, vous voyez que sur 6 mois, vous avez une différence significative entre le placebo et puis le traitement actif. Donc même chez des malades peu sévères, ils sont quand même assez sévères sur le plan hémodynamique, mais en tout cas peu symptomatiques, eh bien ces malades-là, ils progressent quand même, et de ne pas les traiter, en fait, parce qu'ils sont peu symptomatiques, ça serait une faute. Parce qu'en fait, vous voyez que ces malades-là continuent quand même à s'aggraver. Deuxièmement, l'autre stratégie, par dépister tôt, il faut sûrement se donner les moyens d'évaluer les malades correctement et de pouvoir renforcer le traitement suffisamment tôt avant que le malade se détériore. Et pour ça, il faut connaître les facteurs pronostiques. Alors les facteurs pronostiques, il y en a plein, il y en a certains sur lesquels on peut agir, puis il y en a d'autres on ne peut pas. C'est-à-dire que la démographie, par exemple, on ne peut pas agir. On sait que d'être plus âgé, c'est plus mauvais, que d'être un homme, c'est pire que d'être une femme. Désolé. Bravo mesdames. D'avoir une connectivite, c'est pire que d'avoir, par exemple, le VIH, qui est de très bon pronostic maintenant. Maintenant, ça a beaucoup changé. Donc ça, on ne peut pas trop agir là-dessus, c'est comme ça. Par contre, il y a un certain nombre d'autres indicateurs pronostiques sur lesquels on peut, en les évaluant, pouvoir agir et pouvoir, en renforçant les traitements, peut-être améliorer ces choses-là. C'est vrai, par exemple, pour le test de marche, pour certains paramètres mesurés à l'épreuve d'effort, le pic de VO2, la pente VE sur VCO2. C'est vrai pour la fonction ventriculaire droite, à l'écho, ou surtout au cathétérisme cardiaque. Et puis certains biomarqueurs comme le BNP. Donc tout ça, c'est important. Ça a été bien évalué à l'état de base, c'est-à-dire avant même la mise en route des traitements, un peu moins au cours du suivi, mais vous allez voir qu'au cours du suivi, c'est très 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 important de réévaluer ces malades-là avec ces différents indicateurs pronostiques, de manière à pouvoir réévaluer le traitement à chaque étape. Alors à partir de là, vous voyez, c'est cette fameuse table là, qui a été produite dans les guidelines et qui nous permet d'envisager quels sont les objectifs thérapeutiques, puisqu'on connaît les facteurs pronostiques, donc on peut peut-être envisager quels sont les objectifs thérapeutiques. Alors c'est assez simple. Par exemple, il faut être en classe 2. Être en classe 2 ou en classe 1, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bon objectif thérapeutique. Être en classe 4, c'est très mauvais.
Mais entre les deux, vous avez quoi? La classe 3, c'est-à-dire 70% des malades qui sont en classe 3 à peu près. Eh ben, c'est dans la zone grise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. Rester en classe 3, c'est sûrement pas une très bonne idée. Mais c'est pas non plus quelque chose de... ça ne veut pas dire que le malade se détériore. Mais c'est vrai que le malade ne s'améliore pas quand même. Test de marche, vous voyez, il y a des plus de 500 mètres, moins de 300 mètres. Et entre les deux, il y a quand même une grande zone grise. Entre 300 et 400 mètres, il y a de quoi faire. Et c'est pareil pour plein d'autres, pour les autres paramètres. Mais idéalement, c'est d'avoir un maximum de ces paramètres dans la zone verte, le moins possible forcément dans la zone rouge, mais également dans la zone grise, il faut éviter quand même d'avoir trop de paramètres dans la zone grise. Alors c'est très dur d'obtenir tout ça, c'est très très dur. D'être en classe 2, d'avoir plus de 500 mètres de test de marche, plus de 15 de pic de VO2, plus de 2 de TAPSI, et des bons critères hémodynamiques. Tout ça c'est compliqué. Mais il faut essayer, il faut être ambitieux si on veut améliorer le pronostic. Ça j'en suis persuadé. Alors ces objectifs, il faut les adapter à l'individu, parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes objectifs en fonction si c'est quelqu'un de petit, de grand, de maigre, de gros, en fonction de l'étiologie. Une sclérodermie, c'est pas comme une HTAP idiopathique. Donc tout ça, il faut bien sûr le prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte les comorbidités. Il faut aussi prendre en compte le sexe. Il faut prendre en compte tout ça. Par exemple, pour le test de marche, on ne peut pas avoir les mêmes objectifs si pour un grand gaillard de 20 ans d'1m90 et pour une petite dame de 70 ans d'1m50. C'est pas possible, parce qu'on n'obtiendra jamais les mêmes objectifs. Marcher 450 mètres pour un homme de 20 ans, c'est très grave. Marcher 450 mètres pour un homme de 20 ans. Marcher 350 mètres pour une femme de 75 ans avec une sclérodermie, c'est déjà pas mal. Donc il faut vraiment bien adapter à l'individu. Et puis quand on a fait tout ça, donc on regarde donc quels sont les objectifs, on établit le statut clinique, et l'idéal c'est d'être dans le vert, donc d'être stable et de façon satisfaisante. Dans ce cas-là, on ne change pas le traitement. Mais dans tous les autres cas, il faut changer le traitement, il faut faire de l'escalade thérapeutique. Et puis il faut réévaluer les malades, ça c'est fondamental, il faut les réévaluer régulièrement sur le plan clinique, test de marche, biomarqueurs, échographie et cathétérisme cardiaque droit. Il faut faire tout ça avant la mise en route du traitement. Il faut faire ça systématiquement, 3 à 4 mois après la mise en route d'un traitement. Et si on change de traitement 3 à 4 mois après, il faut recommencer tout ça. Et il faut recommencer également le cathétérisme cardiaque droit, c'est fondamental. Et bien entendu en cas d'aggravation clinique. Entre les deux, quand les malades sont stables, bien sûr, on peut les suivre de façon non invasive. Alors ça c'est très important parce que ça permet de déterminer en fait le pronostic. Vous voyez que ça c'est une étude récente du groupe de Hanovre qui a montré que dans une cohorte de 109 patients HTAP idiopathiques, il y a des patients qui sont en classe 1-2 au départ et qui restent en classe 1-2 au cours du suivi. Vous avez des malades qui sont en classe 3-4 au départ et qui passent en classe 1-2 au cours du suivi. Vous avez des malades en classe 1-2 au départ mais qui se détériorent en classe 3-4 au cours du suivi. Puis vous avez des malades les pires qui sont en classe 3-4 tout le temps. Donc ça, on s'en doute bien que le groupe 4, la classe 3-4, baseline et follow-up, c'est ceux qui ont le plus mauvais pronostic. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les malades qui sont en classe 1-2 au cours du suivi, eh bien, ils ont le même pronostic, quelle que soit leur classe fonctionnelle au départ. C'est-à-dire, vous pouvez être en classe 4 au départ, très grave, si au bout de 6 mois, vous êtes en classe 2 et que ça va bien, c'est le même pronostic qu'un malade qui est en classe 1-2 au départ et qui reste en classe 1-2 au cours du suivi. Donc, d'où l'importance de la réévaluation sous traitement, parce que c'est un très bon indicateur pronostic. Alors, pour les malades chez qui la réponse est insuffisante, on a inventé un concept qui est le traitement combiné dit séquentiel. C'est-à-dire que comme on a plusieurs voies dysfonctionnelles, on va essayer d'ajouter des médicaments les uns avec les autres. Comme généralement on commence souvent le traitement par un antagoniste de l'endothéline, puisque c'est souvent ça qui est utilisé dans beaucoup d'endroits, en tout cas en France c'est comme ça qu'on fait, nous on commence souvent par ça, le plus souvent, chez 90% des malades on commence par ça. Si ça suffit pas, on va rajouter par exemple un inhibiteur de PDE5. Et si ça suffit pas, on va rajouter une prostacycline. Pas toujours, des fois on rajoute d'emblée une prostacycline, ça dépend de la sévérité. Alors ça repose sur un certain nombre d'études qui ont testé des médicaments, vous voyez ici, chez des malades déjà traités par autre chose. Alors, vous voyez, par exemple, ça c'est Iloprost chez des malades déjà traités par Bosantan. Ça c'est sildenafil chez des malades déjà traités par époprosténol. Ça c'est tadalafil chez des malades naïfs ou traités par Bosantan.
Ça, c'est très prostaglandine chez des malades sous traitement oral. Et là, pareil. Et quand on regarde les résultats de ça, je dirais l'évidence n'est pas évidente. C'est-à-dire que, vous voyez que le critère principal de jugement, qui est toujours le test de marche, toujours, et 3 fois sur 5, il n'est pas obtenu. On n'obtient pas le critère principal. Pareil pour le critère secondaire. Donc, l'évidence, les résultats sont loin d'être uniformes pour le traitement combiné dit séquentiel. Alors peut-être qu'il faut changer un peu l'approche, et que l'approche actuelle, c'est donc de commencer par une monothérapie, et puis rajouter un traitement 2 ou un traitement 3 si ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut traiter, mais décidément, il faut peut-être traiter plus fort, et d'emblée donner plusieurs médicaments. Alors je vous ai dit, la seule étude pour l'instant qui a été faite comme ça, c'est époprosténol plus Bosentan chez des malades très graves, mais c'est une étude qui était où il y avait insuffisamment de malades qui étaient inclus dedans et qui était négative, qui était au tout début. Maintenant, il y a une autre étude qui est en route, là, qui est l'étude d'ambition, qui est Ambrisentan plus Tadalafil. On compare d'emblée Ambrisentan plus Tadalafil versus l'un ou l'autre. Donc cette étude, elle est en cours, et puis on verra ce que ça donne. Et puis il y a des gens qui sont intéressés, en particulier nous, on s'est intéressés à ça, à traiter avec tout ce qu'on a sous la main. On prend tous les médicaments qu'on connaît, on les met tous ensemble, et on fait comme dans la chimiothérapie très agressive pour les leucémies, par exemple, traitement d'induction. C'est-à-dire qu'on va taper très fort d'emblée pour voir si c'est efficace. Et on a fait ça chez un certain nombre de malades, et je vais vous montrer les résultats. Alors, la recommandation, elle n'est pas très forte pour le traitement combiné d'emblée. Vous voyez que c'est uniquement les classes 4, et puis la recommandation n'est pas très forte. Moyennant quoi, quand on regarde ces résultats-là, ça, c'est les résultats de malades traités par époprosténol en monothérapie. C'est assez historique, mais enfin quand même, là, vous avez une baisse de 30% des résistances vasculaires pulmonaires. Quand vous combinez l'époprosténol avec du Bosentan d'emblée, en même temps, vous avez une baisse de 50% des résistances vasculaires pulmonaires. Donc on peut se dire c'est mieux. Quand vous faites les trois, ça c'est un travail qu'on a fait récemment, qu'on va publier j'espère bientôt, et Flolan plus Bosentan plus sildenafil d'emblée, chez des malades très très graves, des malades en classe 4, avec des résistances à environ 1800 DIN, donc des résistances très élevées, des malades très graves, dont le pronostic était très 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 mauvais. On a des baisses de résistance de 70%. Ces malades-là maintenant, ces 18-là, je peux vous en dire 2 mots, on a 2 ans de recul, ou trop, en moyenne, donc il y a des malades qui ont plus de 4 ans maintenant, même. Ils sont tous en classe 1 ou 2 de la NYHA, tous. Ces malades-là, ils sont passés de 1800 DIN de résistance à 400 DIN de résistance. C'est sûr qu'on vit mieux avec 400 DIN de résistance pulmonaire qu'avec 1800 DIN. Ça, c'est évident. Et ils sont tous en vie. C'est des malades qui devraient être morts depuis très longtemps. Ils sont tous en vie. Donc, quand même, cette stratégie-là, moi, j'y crois beaucoup. Je ne sais pas ce que ça va devenir. On va essayer de montrer que ça sert à quelque chose. En tout cas, tant qu'on n'aura pas les résultats de l'étude d'ambition, pour l'instant, c'est pas quelque chose de recommandé, mais il y a de plus en plus de malades maintenant que nous on traite par traitement combiné d'emblée. Alors est-ce qu'on a amélioré le pronostic avec tout ça ? Il semble que oui, ça c'est les données du registre français, où on a regardé la survie d'une cohorte de malades entre 2006 et 2009, de cas incidents, donc nouvellement diagnostiqués, uniquement des formes idiopathiques, enfin des formes sans comorbidité. Et on a regardé quelle était la survie par rapport à la survie prédite par une équation qu'on avait nous-mêmes produite à partir d'une cohorte de 2002-2003. Donc en 5 ans, on a sans doute amélioré le pronostic. Et ça, c'est sûrement lié à une utilisation plus fréquente de traitements combinés par rapport à ce qu'on se faisait avant. Donc on a quand même l'impression que plus on donne des médicaments, et plus on gagne en pronostic, plus on gagne en survie. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut faire encore mieux ? Alors pour faire encore mieux, on peut, comme je vous l'ai dit, on peut essayer de cibler des voies dysfonctionnelles que l'on connaît déjà, la voie du NO, la voie de l'endothéline, la voie de la prostacycline, ou on peut cibler des voies dysfonctionnelles différentes, comme par exemple la voie du PDGF. Alors dans un premier temps, on va regarder ce qu'il y a de nouveau dans les voies classiques, on va dire, qui sont la voie de l'endothéline, de la prostacycline et du NO. Alors, il y a un certain nombre de médicaments qui ont été développés. Il y a 2 médicaments développés par Actelion. Donc, il y a le Selexipag et le Macitentan. Vous avez
le treprostinil qui est une prostacycline par voie orale, puis le riociguat qui est un médicament qui agit sur la voie du NO, qui a été développé par Bayer. Alors le Celexipac, c'est un médicament qui est intéressant parce que c'est un peu comme une prostacycline, mais c'est pas une prostacycline, c'est un agoniste des récepteurs de la prostacycline. Donc ça agit un peu de la même façon. L'intérêt, c'est qu'il existe une forme orale avec une biodisponibilité qui est tout à fait correcte, qui permet 2 prises par jour. Et donc il y a un grand essai de phase 3 qui est en cours, l'étude Griffon, dont on espère dont on va avoir des résultats d'une analyse intérimaire le mois prochain. Le treprostinil oral, c'est le grand échec. Il y a eu 3 essais, soit en monothérapie, soit en combinaison. Il y a un essai en monothérapie qui est positif, qui s'améliore de 10 mètres le test de marche. Et puis en combinaison, c'est négatif. Et puis sur les autres critères de jugement, c'est tout négatif. Donc le treprostinil oral, c'est mal engagé et le dossier vient d'être retiré de la FDA. Il avait été proposé, il a été retiré. Parce que aucune chance d'aboutir. Le riociguat, c'est peut-être l'alternative aux inhibiteurs de la PDE5, donc c'est peut-être on peut pas le donner en tant qu'en association avec du sildenafil ou du tadalafil. Ça agit donc sur la voie du NO, c'est un stimulateur de la guanylate cyclase, de façon indépendante du NO. Et donc là, il y a un essai de phase 3 qui a été fait, je vous montrerai les résultats, qui est un essai qui est positif, mais qui est un essai à court terme, uniquement sur le test de marche. Et puis il y a le macitentan dont on va parler, qui est l'étude Séraphin, qui vient qui va être publiée bientôt, et dont on a parlé récemment dans différents congrès, qui est donc un antagoniste de l'endothéline à forte affinité tissulaire. Et l'originalité surtout de l'étude Séraphin, c'est sa méthodologie, dont je vais vous parler bientôt. Enfin, on peut cibler donc des voies dysfonctionnelles qui sont différentes de la dysfonction endothéliale. C'est par exemple les statines. Donc les statines, ça pourrait avoir un intérêt antiproliférant, anti-apoptotique, etc. Il y a eu 2 essais de phase 2 négatifs. Les statines, ça paraît totalement inutile dans l'HTAP. Il y a un autre médicament qui a été testé dans un essai qui est lui aussi négatif, qui est le terguride, qui est un antagoniste des récepteurs de la sérotonine. Et là, pareil, un essai négatif. C'est pas très réjouissant les nouveaux essais quand même dans l'HTAP, c'est beaucoup d'essais négatifs. Et puis il y a l'imatinib, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase, donc le Glivec, qui est utilisé donc, en particulier le leucémie myéloïde chronique, où là, l'essai est positif, mais avec un rapport bénéfice-risque qui est très discutable. Et là encore, l'imatinib, le dossier a été retiré à la fois de la FDA et de l'IMIA à cause du rapport bénéfice-risque qui était vraiment discutable. Et donc, il n'y aura pas d'avenir, a priori, pour l'imatinib dans l'HTAP. Alors, une autre façon aussi et ce qui sera dans l'avenir, les essais qui auront lieu dans l'avenir, c'est que maintenant, il va falloir arrêter avec le test de marche. C'était très utile pour approuver certains médicaments, l'amélioration du test de marche, mais que si on veut quand même montrer maintenant qu'un médicament est supérieur à ce que l'on a déjà, c'est qu'il faut montrer autre chose que d'augmenter le test de marche de 30 mètres ou de 40 mètres. Donc, il faut montrer qu'on réduit les événements de morbimortalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des études à plus long terme, c'est ce qu'on fait dans l'insuffisance cardiaque depuis très longtemps, et on s'est inspiré de ce qui se faisait dans l'insuffisance cardiaque, parce que l'insuffisance cardiaque gauche, c'est juste plus fréquent que l'insuffisance cardiaque droite, mais c'est un peu la même chose. Et donc, maintenant, il n'y a pas une étude dans l'insuffisance cardiaque qui s'intéresse au test de marche. Dans l'insuffisance cardiaque, toutes les études sont des études de morbimortalité. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et la première étude qui a pris ce critère principal de jugement qui était la morbimortalité, c'est l'étude Séraphin, avec donc le macitentan. L'étude Séraphin, elle est très intéressante parce que c'est donc la première étude qui s'intéresse à ça, à la morbimortalité en tant que critère principal de jugement. Donc là, on ne prédéfinit pas quel va être le nombre de malades inclus et le nombre et la durée surtout de l'étude. La durée de l'étude, elle est dépendante du nombre d'événements qui survient. C'est ce qu'on appelle une étude, une event-driven study. Et donc, cette étude qui inclut, vous allez voir, plus de 700 malades, elle a duré en moyenne jusqu'à 4, enfin pas en moyenne, ça a duré jusqu'à 4 ans de suivi. Étude contre placebo, soit chez des malades naïfs, soit chez des malades en combinaison avec un inhibiteur de la PDE5. Et puis là, vous avez donc
les critères de morbimortalité qui étaient considérés comme étant le critère principal de jugement. Donc en fait, on comptait le temps jusqu'au premier événement de morbimortalité, qui était soit la mort, très rarement comme premier événement, soit la septostomie, jamais, la transplantation, très rare aussi, l'initiation d'un traitement très puissant, comme un traitement intraveineux ou sous-cutané, ou bien, c'est moi qui appuie sur le... Ou bien une aggravation de l'hypertension artérielle pulmonaire définie par une détérioration du test de marche avec une aggravation des symptômes et la nécessité d'un autre traitement. Et ces événements étant adjudiqués par un événement indépendant en aveugle. Donc, ça c'est vraiment ce que l'on recommande maintenant comme étant quel doit être le critère principal de jugement d'un essai thérapeutique dans l'HTAP. Donc c'est ça qui a été utilisé dans l'étude Séraphin. Et dans l'étude Séraphin, on montre clairement, vous voyez, une réduction des événements de morbimortalité de 45% avec le macitentan à 10 mg par jour, de 30% avec la dose de 3 mg, et là vous avez donc là le placebo. Ça c'est pas une courbe de survie, hein, c'est pas la mortalité, hein, ce sont la survie sans événement. Donc la majorité des événements c'était bien entendu des aggravations cliniques. C'était pas la mort, c'était pas la transplantation, bien sûr, c'était des aggravations cliniques qui ont tous été donc considérés comme tels par un comité d'événements indépendant. Donc vous voyez, c'est intéressant ça de voir que quand même sur une période de suivi qui est quand même assez longue, hein, de près de 3 ans, plus de 3 ans même, hein, on a une réduction de la morbimortalité de 45% avec le macitentan à la dose de 10 mg par jour. Donc l'étude Séraphin, c'est la seule étude pour l'instant de morbimortalité. Il y en aura d'autres dans l'avenir, mais en tout cas c'est la première. Vous voyez, la durée moyenne d'exposition aux médicaments, c'était pratiquement 2 ans. Donc c'est considérable, c'est beaucoup plus que tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, on avait des études de 12 semaines, 16 semaines, 24 semaines. Mais là, 96 semaines, c'est considérable. 742 patients inclus. Et donc les résultats dont je viens vous parler. Et puis quelque chose qui est très intéressant dans l'étude Séraphin, c'est qu'il n'y a pas de différence par rapport au placebo en ce qui concerne l'élévation des enzymes hépatiques. Donc contrairement aux Bosantan, il n'y a aucune différence par rapport au placebo. Il y a à peu près 3% d'élévation des enzymes hépatiques, à la fois dans les groupes traités et sous placebo. Par contre, il y a des diminutions d'hémoglobine avec la plus forte dose de 10 mg, mais qui est, on va dire, manageable. Vous voyez que par rapport aux autres essais, l'étude Patent, l'étude avec le riociguat, donc qui est un stimulateur de la guanylate cyclase, là c'est une étude qui est beaucoup plus classique, test de marche comme primary endpoint, 12 semaines seulement, 445 malades, naïfs ou en monothérapie, et là par contre on a un gain de 35 mètres du test de marche, c'est vraiment ce que l'on a habituellement avec la majorité des médicaments disponibles à l'heure actuelle. Les effets secondaires, vasodilatation systémique, des hypotensions et des hémoptysies. Et puis l'étude IMPRESS avec les inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc là encore, c'est une étude classique, un peu plus longue, 24 semaines. Test de marche de 6 minutes, 200 malades inclus, chez des malades déjà traités par au moins 2 médicaments. En France, on avait même exigé qu'il y ait au moins 2 médicaments, dont de la prostacycline. Parce qu'on considérait que ce n'était pas éthique de donner un médicament comme ça quand on ne s'était pas donné les moyens avec tous les médicaments disponible. Donc là, pareil, un gain sur le test de marche qui est habituel, hein, de l'ordre de 30 mètres, mais plus de 30% de sorties d'essai dans le groupe traité. 30% de sorties d'essai pour effet secondaire. Donc c'est énorme, c'est considérable ça. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc les effets secondaires, en particulier, il y a une surreprésentation d'hématomes sous-duraux hein, avec l'imatinib. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le rapport bénéfice-risque est vraiment très très discutable. Et on considère que voilà, c'est terminé pour l'imatinib. Il y aura peut-être d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase qui vont venir sur le marché ou qui vont être amenés à être testés, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, l'imatinib, tout le dossier a été retiré des agences américaines et européennes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 10 ans, on a quand même fait pas mal de progrès. On a fait des progrès dans la détection, on a fait des progrès parce qu'on a développé des registres qui nous ont aidé à beaucoup comprendre un petit peu la maladie. On a développé des algorithmes, on a développé un certain nombre de médicaments et surtout la façon d'utiliser ces différents médicaments.
Malgré tout, la maladie, elle reste sévère avec une mortalité qui est encore inacceptable, et donc il faut encore faire mieux. Faire mieux, c'est encore diagnostiquer plus tôt, c'est régulièrement suivre les malades, et ça c'est très important de les réévaluer régulièrement, pouvoir augmenter la pression thérapeutique en temps utile, et puis développer des nouvelles stratégies dont on a parlé, là, traitement combiné, d'emblée, nouvelles molécules. Et donc on espère que dans les 10 ans qui viennent, on va encore pouvoir un peu progresser en termes de pronostic. Voilà, je vous remercie. J'ai tenu dans les temps. Parfait. Merci beaucoup pour cette excellente revue exhaustive du traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux même répondre en anglais s'il y a des questions en anglais. Docteur Dabar? Merci pour cette excellente présentation. J'ai 2 questions pour vous. La première, concernant les malades qui ont la sclérodermie. Qui ont la sclérodermie. 10% ont une hypertension artérielle idiopathique. Mais il y a aussi un certain groupe de ces patients qui ont une atteinte interstitielle pulmonaire et chez qui on découvre aussi de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et les études faites sur la sclérodermie excluaient les malades qui avaient une atteinte interstitielle. Donc interpréter les résultats pour mettre ces gens-là sous traitement est un peu difficile. Est-ce que vous pouvez donner un indice concernant cela? Et puis des gens qui ont été mis sous traitement double thérapie et qui ont des pressions pulmonaires systoliques qui sont parties de 80 ou de 70 à 30 ou 35. Est-ce qu'on fait un step down de thérapie ou on reste sur le même traitement au bout de 1 ou 2 ans? Donc 2 questions très différentes. Exactement. Alors sur la sclérodermie, vous savez que c'est surtout les sclérodermies limitées, donc les CRESS syndrome, qui donnent de l'HTAP. Donc c'est des malades qui ont généralement pas de fibrose pulmonaire ou une atteinte interstitielle très mineure et qui pose pas de problème. Vous avez effectivement d'autres malades qui ont des vraies fibroses pulmonaires dans le cadre de sclérodermie et qui peuvent avoir 2 types d'hypertension pulmonaire, soit de l'hypertension pulmonaire secondaire, parce qu'ils sont très hypoxiques, parce qu'ils ont un gros syndrome restrictif. Dans ce cas-là, il n'y a pas tellement de raison d'utiliser ces médicaments-là, c'est même plutôt délétère de les utiliser. Et puis vous avez des malades qui ont une fibrose pulmonaire, une sclérodermie systémique diffuse avec une fibrose pulmonaire et aussi une HTAP assez sévère. C'est 1/3 à peu près des HTAP sclérodermiques. C'est environ 2/3, 1/3 les formes limitées et des formes diffuses. Ces malades-là, c'est vrai que la prise en charge thérapeutique est plus compliquée. C'est des malades qui répondent plutôt moins bien au traitement, mais on est un peu obligé de les prendre en charge de la même façon. Est-ce qu'il y avait autre chose sur la sclérodermie? Je crois que je vous ai répondu. Alors c'est comme globalement, la sclérodermie, c'est une maladie qui répond moins bien au traitement que les formes idiopathiques, globalement. Après, sur les malades que l'on traite, qui s'améliorent de façon très spectaculaire, qui ne sont pas normalisés, mais qui baissent leur pression. C'est rare d'avoir des malades qui passent de 80 à 35 de pression, c'est très rare, mais enfin ça arrive. On voit ça chez les répondeurs, en particulier aux imiteurs calciques, mais enfin chez les autres c'est beaucoup plus rare. Nous on en a vu avec les trithérapies. Vous voyez, les trithérapies, pourtant c'est des traitements très lourds, on ne fait pas de step down parce que on est toujours un peu inquiet de rebond à l'arrêt des traitements. Donc peut-être qu'il faudra le faire un jour si on a suffisamment de recul pour essayer d'arrêter les traitements. On a essayé de le faire avec la prostacycline. On s'était aperçu chez certains malades qui étaient très demandeurs d'arrêter les traitements, de les remplacer par des traitements par voie orale. On y est arrivé parfois. On y est arrivé chez des malades qui étaient très 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 améliorés, comme vous le décrivez, par des malades qui avaient une énorme amélioration hémodynamique. On arrivait quand même à passer à un traitement plus simple par voie orale. Chez les malades qui gardaient des pressions élevées, à chaque fois ça a été un échec. Alors qu'ils allaient bien, par ailleurs ils allaient très bien. Donc on n'est pas très, pour l'instant, sur le step down et sur les diminuer la pression thérapeutique, on est un peu réservé pour l'instant. Dr. Eddi. If you have someone with pulmonary hypertension with no other connective tissue disease or symptoms, how would you rule out chronic thromboembolic, knowing that the pulmonary angiography or CT angio are not enough, cannot rule it out with certainty? Would a VQ scan be enough? No, as I told to the attendants previously in the afternoon, the only
test to rule out chronic thromboembolic pulmonary hypertension in patient with pulmonary hypertension, it is the lung scan. If you have a normal lung scan, that this rule out chronic thromboembolic pulmonary hypertension. It's not necessary to go to angiogram or other. So abnormal diffuse scan Normal, is good enough for you? yes, it's good enough, yeah. You would say it's chronic thromboembolic? Yes, yeah. Definitely. Monsieur Sidbon, pour les 18 malades que vous avez pris qui étaient sous trithérapie, d'abord, on n'a pas su quels étaient leurs gains sur le test de marche de 6 minutes, même s'ils sont encore survivants. Et quels étaient les effets secondaires avec l'association de ces drogues? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous faire cette recommandation que l'on est autorisé à donner une trithérapie à ce genre de patients? Alors, je ne vous ai pas tout montré parce que j'avais pas trop le temps. J'aurais bien aimé vous montrer parce que j'adore cette étude. Mais alors sur le test de marche, ils ont gagné, je sais pas, 200 mètres. Enfin, ils ont tous gagné. Il y en avait qui marchaient 0, qui ont marché 500 mètres. D'autres, enfin, ils marchent tous plus de 400, 450 mètres facilement. Ils sont tous en classe 1-2. Ils ont tous amélioré leur hémodynamique. Et en termes d'effets secondaires, il n'y a pas plus d'effets secondaires que les effets secondaires que le Flolan. C'est-à-dire que les effets secondaires, ils sont dominés par la prostacycline. Le reste, c'est très accessoire. Et donc, ils supportent parfaitement bien les trithérapies. Maintenant, on verra ce que ça donne sur le long terme. Mais on est quand même très étonné qu'avec un recul maintenant de plus de 2 ans, on n'a aucun décès. On n'a aucun décès, on n'a aucune détérioration. Il y a une seule malade chez qui ça n'a pas marché d'emblée, qui a été transplantée au bout de 2 mois. Mais sinon, les malades, ils vont extrêmement bien. C'est très, très étonnant. Alors, on peut se poser la question, justement, est-ce qu'il ne faut pas essayer de diminuer un peu la pression thérapeutique? Ils étaient tellement graves au début qu'on n'a pas trop envie, quoi. Mais ça, c'est très... Alors, est-ce que je dois vous recommander de faire ça? Je ne sais pas. Nous, on fait ça, mais bon, nous, on est très spécialisés là-dedans. Il y a peu de gens qui font ça, c'est évident. On verra ce que ça donne dans les années qui viennent. Mais je pense que c'est une approche, en tout cas, intéressante. Voilà. Bon, vous avez dit qu'on pouvait poser les questions en français ou en anglais, mais vous préférez quoi, l'anglais ou le français? Parce que vous voulez. D'accord, en français alors. Parce que pour le test de vasoréactivité, là, vous avez des exigences, c'est que la pression tombe de plus de 10 et puis avec moins de 40. Mais cette histoire de débit cardiaque qui se normalise, d'abord, je n'ai pas très bien compris pourquoi vous l'exigez fortement. Et si jamais vous avez ces diminutions, mais sans normalisation du débit cardiaque, vous considérez quoi, vasoréactif ou pas? Alors pourquoi on dit, enfin, le débit cardiaque normal, il faut que le débit cardiaque ne baisse pas, en fait, parce que si vous avez une baisse de pression et dans le même temps une baisse de débit, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire que bon, bah, vous baissez la pression, vous baissez le débit, les résistances restent élevées et donc c'est pas un vrai effet vasodilatateur. C'est pour juste constater qu'un vrai effet vasodilatateur, c'est une baisse de pression sans baisse de débit cardiaque. Oui, c'est pas normal, mais enfin souvent ces malades-là, ils ont un débit cardiaque normal, très souvent, le plus souvent. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu des études génétiques dans les HTAP idiopathiques familiales, par exemple? Est-ce qu'on peut espérer un jour prévenir les HTAP? Alors oui, les études génétiques, oui, ça y en a. En plus, nous, on est très en avance là-dessus, donc parce qu'on teste maintenant systématiquement tous nos malades. On teste les mutations BMPR2, on teste les mutations ALK1, on teste les mutations endoglynes, enfin, on teste tout ce qu'on connaît. Dans les formes idiopathiques, sporadiques, dans les formes familiales, bien sûr. Et on retrouve à peu près 80% des formes familiales qui ont des mutations et environ 20% des formes dites idiopathiques qui ont aussi des mutations, alors qu'ils n'ont pas d'antécédents familiaux. Alors, est-ce qu'on peut prévenir? Vous pensez, si on pense thérapie génique, pour l'instant c'est la science-fiction, donc thérapie génique, non. Par contre, est-ce qu'on peut envisager, par exemple, on a eu le cas chez des hommes qui étaient porteurs de mutations, qui avait déjà eu un enfant malade ou dont un parent était malade, lui n'étant pas malade ou malade, et ne voulait pas avoir dans sa descendance quelqu'un qui était porteur de la mutation, et donc avec cette épée de Damoclès qui dit peut-être qu'un jour il sera malade, parce que la mutation n'est pas, la pénétrance n'est pas complète, elle est d'ordre de 10 à 20%, donc vous avez quand même 80% de chance d'être jamais malade, même avec une mutation BMPR2. Donc nous on a fait du tri d'embryons, on a réussi à faire du tri d'embryons. C'était dur sur le plan, il a fallu convaincre les comités d'éthique, etc. Ça n'a pas été facile, on nous a traité d'eugénisme, etc. Enfin bon, je vous passe les détails. Mais pour les parents, c'est très important. Pour les parents, c'est très, 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 très important. Alors les femmes porteuses ou malades, c'est
moins le problème puisque la grossesse est contre-indiquée. Mais les hommes porteurs de mutations, malades ou pas malades, ils ont le droit de faire des enfants. Ils veulent peut-être que leurs enfants ne soient pas porteurs de la mutation et n'aient pas la même maladie qu'eux. Même si la maladie ne se développe pas forcément. Et donc nous, on a fait du tri d'embryons, puisqu'on collaborait avec l'équipe de René Friedman quand on était à Béclair. Et bon, bah voilà, on a publié d'ailleurs ce cas-là. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Après, agir sur les mutations in vivo chez les malades, non, on n'en est pas là. Ça, c'est... Bien, on va conclure. Merci. Merci.